Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Mushishi, de Urushibara Yuki. T'as fait des rêves bizarres ces derniers temps? Tu crois avoir entendu des bruits dans la nuit? Tu as l'impression que tu es suivi ou que tu n'es pas seul alors que personne ne t'entoure? T'es pas en train de devenir fou, non. Il faut pas t'affoler ou appeler un psy, tu as seulement besoin de rencontrer un Mushishi. Un quoi tu dis? Ben continue d'écouter et tu découvriras de qui il s'agit. Dans l'univers, il y a les humains, les animaux, les plantes, les objets inanimés et puis il y a les mushis. T'as jamais entendu parler d'eux? C'est difficile à décrire. À mi-chemin entre un insecte invisible et un esprit, il s'agit d'entités que seules peu de personnes peuvent voir et encore moins capables de lutter contre eux. Car si les mushis ne sont pas mauvais en soi, ils peuvent être très nuisibles pour les humains qu'ils parasitent. Et lorsque c'est le cas, seule l'aide d'un mushishi, c'est-à-dire d'un maître des mushis, peut faire rentrer les choses dans l'ordre. Et quelles formes peuvent prendre ces mushis? C'est assez compliqué. Parfois ils logent dans les oreillers pour se nourrir des rêves des hommes, parfois ils habitent dans les toits des maisons, dans l'obscurité des greniers, dans les endroits silencieux et adoptent une forme d'escargot qui s'introduit dans l'oreille. D'autres habitent dans les marais. Si le mushishi agit rapidement, la personne parasitée peut continuer une vie normale. Dans le cas contraire, les conséquences peuvent être terribles et irréversibles, même si au départ les mushis ne sont pas forcément méchants. À toi de découvrir, suivant le maître Jinko, les secrets qui se cachent derrière l'existence de ces êtres invisibles, mais bien réels dans un Japon à cheval entre les époques Edo et Meiji. Accompagne-le à travers les 5 courts récits de ce premier volume et laisse-toi emporter par le côté positif de l'histoire, même si parfois l'existence des mushis peut paraître dérangeante. Pour ce qui est du graphisme, les personnages sont réalisés avec réalisme, mais parfois avec un trait qui donne l'impression de ne pas être fini, d'esquisse. C'est comme si le côté mystérieux de l'histoire continuait dans le dessin. Surtout dans l'œil visible de Jinko qui a quelque chose d'énigmatique, d'attirant et en même temps d'inquiétant. Les décors quant à eux ne donnent pas beaucoup de précision. Ils sont plutôt sobres, à peine esquissés, histoire de situer les scènes. Tu peux néanmoins deviner que l'histoire ne se passe pas de nos jours. Pas de voiture, pas d'immeuble, pas d'appareil électronique. Le cadre pour les voyages de Jinko, c'est plutôt la campagne, les villages traditionnels, le milieu naturel plutôt isolé. Or, ça donne des renseignements très intéressants sur les coutumes et les façons de vivre d'autrefois. Des traditions perpétuées dans un Japon moins connu et que peut-être un jour, si tu visites le pays du soleil levant, tu auras l'occasion de voir de tes propres yeux. Pour appuyer le côté dérangeant des histoires, le découpage des cases est mis au service du récit. Tu trouveras des panoramiques pour mieux goûter la grandeur de la nature, des cases obliques pour montrer des coupures dans le récit, des imbrications d'une case dans une autre. Parfois elles n'ont pas de cadre ou celle-ci est faite avec un trait assez gros et irrégulier comme s'il s'agissait d'une esquisse. Cette allure énigmatique se trouve aussi à l'intérieur des cases. Elles sont constituées surtout des gros plans des personnages, pas plus d'un ou deux par case. Ce procédé permet de mieux montrer les sentiments des personnages qui normalement sont montrés de face pour mieux communiquer avec le lecteur. Comme il s'agit d'un manga qui traite des êtres surnaturels, il y a aussi beaucoup d'effets de lumière, d'ombre, de zones noires, de brume, etc. Il reste néanmoins un manga assez plat dans la composition des scènes à l'intérieur des cases. Pour ce qui est des onomatopées, elles sont en japonais avec la traduction en français. Et c'est un point positif, car les bruits des insectes japonais ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et le fait de les entendre aide à entrer dans l'histoire. Cette série a été publiée au Japon entre 2000 et 2008 par Kodansha en 10 volumes reliés et en France par les éditions Big Kana entre 2007 et 2009. Comme tu as déjà entendu, elle est organisée comme des récits indépendants. Mais ce qui est cool, c'est aussi que l'auteur a ajouté de petites anecdotes. Des anecdotes qui vont t'approcher encore plus du Japon traditionnel, plein d'êtres surnaturels, mais qui ne vivent que dans les vieux récits à raconter autour du feu. Si tu aimes le fantastique avec un brin de réflexion derrière, qu'attends-tu? Lis cette série et deviens toi aussi un vrai mushishi. Tu as en plus une série animée qui a été réalisée par les studios Marvelous et Heartland. Elle a été diffusée par Fuji TV en 2005. La deuxième partie fut diffusée entre 2014 et 2015 sous le titre de Mushishi Zokusho, c'est-à-dire Mushishi Next Passage. Il existe aussi un film live dirigé par Katsuhiro Otomo en 2007. Si, le mangaka créateur d'Akira. Bon, dommage, il est encore inédit en France. Pour ce qui est du premier animé, il a été commercialisé en France par Kazé en 2012.
Et qui dois-tu remercier pour ce manga si particulier? Eh bien c'est Urushibara Yuki, une mangaka qui est aussi illustratrice. Née en 1974, elle est connue aussi par son nom de plume, Soyogo Shima. Passionnée par les insectes et la littérature classique japonaise, depuis toute petite, Urushibara réunit ses deux passions dans Mushishi. Ce manga, ou plutôt une de ses histoires, La lumière sous les paupières, fut envoyé au concours Japon Media Arts Festival en 2003. Et à la surprise de son auteur, elle y reçut un prix. C'est seulement après que l'histoire sera étoffée et publiée. En 2006, Urushibara reçoit le prix de Kodansha en catégorie générale. Depuis ses débuts en 1997 avec Bioluminescence, elle a publié plusieurs séries, dont un one-shot, Filament, en 2004. Sa toute dernière série a commencé à être publiée en 2018 dans le magazine Seinen Gekkan Afternoon. Il s'agit de Neko ga Nishimukiya. Conçu comme une série de récits indépendants, le manga a comme fil conducteur la présence de Jinko, Mushishi, énigmatique, aux cheveux blancs et portant une frange qui lui cache la moitié du visage. Ce qui fait de lui quelqu'un de mystérieux, qui surgit de nulle part et disparaît sitôt le problème réglé sans que personne ne sache bien comment. Certes, au fil des pages, on découvre qu'il n'est pas si solitaire qu'on peut le penser. En effet, il a des amis et des connaissances. On découvre aussi une partie de son passé qui explique pourquoi il cache son visage, mais pour cela, il te faudra lire le manga. Pour ce qui est des histoires, chacune a une morale, un sujet de réflexion derrière la présence des mushi. L'amour d'une grand-mère pour son petit-fils, l'amour qui surpasse la mort, l'amour pour la nature ou encore les problèmes que peuvent causer l'envie de connaître l'avenir. Envie de quelques conseils de lecture pour mieux connaître le monde surnaturel japonais et mieux connaître l'univers des Tengu, des kappas, des esprits qui sont toujours là et cohabitent avec les humains, voici 3 idées. D'abord, Rinne de Takahashi Rumiko, dernière série en cours de la mangaka la plus connue du Japon. Bienvenue à une école loufoque dirigée par une Shinigami, déesse de la mort, où les élèves apprennent des sorts, ont des ustensiles contre les démons et combattent contre les esprits malfaisants. Le tout avec une touche d'humour et d'amour dans la lignée des mangas de l'auteur. Ensuite, il y a le cortège des 100 démons de Ima Ichiko. Un lycéen hérite des pouvoirs de médium de son grand-père et doit résoudre des situations délicates créées par des esprits pas trop enclins à abandonner le monde des vivants. Pour mener à bien cette mission, il est aidé par un grand esprit, serviteur de son grand-père, et 2 esprits mineurs plutôt maladroits. Et enfin, Dororo de Tezuka Osamu. Délicieux manga en 4 volumes pas trop connu du père du manga. Hyakimaru, un garçon dont le corps fut vendu par son père au démon étant bébé, essaye de le récupérer en tuant ses êtres maléfiques. Dans ses aventures, il est accompagné par un enfant voleur, Dororo, dont la fidélité est inébranlable. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Mushishi. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Vous y croyez, vous, aux esprits, là? Bof, moi j'y crois pas trop, hein. Je trouve ça un peu ridicule, en fait.